cher public, bienvenue dans vos programmes semestriels LASPAD Séminaire. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora a le plaisir de vous inviter à un séminaire en ligne sur le thème La Russie et le discours sur la majorité mondiale entre vecteurs d'influence et soft power en Afrique. Ce séminaire vise d'abord à analyser le discours de la majorité mondiale mobilisé par la Russie dans sa stratégie d'influence en Afrique. Examine comment ce concept est utilisé par Vladimir Poutine, en l'occurrence le président de la Russie, la diplomatie russe pour promouvoir une vision d'un ordre international multipolaire et renforcer les partenariats avec les pays du Sud. Ce séminaire sera animé par le professeur Igor Delao. Professeur, il est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à IRIS. Le séminaire aura comme modérateur M. Saludien, enseignant vacataire et doctorant au pôle les sciences humaines et de l'éducation de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane au Sénégal. Et le séminaire mettra en lumière les instruments du soft power mobilisés par Moscou, notamment la coopération éducative, les médias internationaux, les initiatives diplomates comme le sommet Afrique-Russe, interrogera aussi également sur les effets et les limites de ce discours dans les relations contemporaines entre la Russie et les pays africains. Après avoir intervenu sur ce séminaire pour une durée de 40 minutes, nous poserons ou bien nous allons ouvrir le débat pour que le professeur, pour que le public puisse poser des questions au professeur. Igor, bonjour, vous avez la parole. Merci, je vous remercie pour cette présentation. Je voudrais commencer par exprimer mes remerciements au LASPAD de son invitation à m'associer à ce séminaire, donc avec un thème consacré à la Russie et au discours sur la majorité mondiale. Donc, comme cela a été dit dans l'introduction, je vais m'efforcer d'analyser un petit peu les ressorts de ce discours pour le mettre en perspective avec ce qu'on a appelé le retour de la Russie en Afrique, et le réinvestissement par la Russie du continent africain qui emprunte plusieurs formes. Ce réinvestissement se déroule dans un contexte qui n'a échappé à personne, qui est celui de guerre en Ukraine et de rupture profonde et durable entre la Russie et les Occidentaux, depuis 2022 donc. Confrontation qui est considérée comme durable par les Russes, c'est-à-dire que si même demain la guerre en Ukraine se terminait, les Russes partent du principe que cette confrontation avec les Occidentaux a vocation à durer et à s'exprimer dans d'autres champs vers d'autres horizons. Autrement dit, c'est vraiment un virage qui a été pris et qui marque, donc je l'ai dit, ce tournant dans la politique étrangère russe, qui s'exprime notamment avec ce réinvestissement du continent africain. Alors ceci étant dit, ce qu'on appelle le retour de la Russie en Afrique ne date pas du 24 février 2022 et du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il avait en réalité été entrepris bien avant par la Russie. Je rappelle ici évidemment le sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019, qui marque politiquement cet intérêt renouvelé du Kremlin pour une coopération avec l'Afrique. Et évidemment, si la Russie revient, c'est parce qu'auparavant, elle était partie. Alors, évidemment, il y a eu 1991, effondrement de l'URSS qui avait été très présente sur le continent africain, je n'y reviens pas. Et suite à 1991, à cet effondrement donc de l'Union soviétique, la Russie décide unilatéralement de fermer plusieurs représentations diplomatiques à travers le continent africain et de réduire considérablement donc son empreinte sur le continent africain.
Pourquoi? Parce que dans les années 90, on croit à Moscou au virage à l'ouest, et donc on mise sur la relation avec l'Occident, on se retrouve après plusieurs décennies de guerre froide, et donc la priorité est mise tout simplement sur la relation avec les Occidentaux dans un contexte économique et politique extrêmement perturbé en Russie, on s'en souvient. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Une rupture qui est quasiment totale avec les Occidentaux et une volonté de s'ouvrir au contraire vers les horizons non occidentaux, dont l'horizon africain, bien évidemment. Et donc la Russie, sans surprise, depuis quelques années, rouvre des ambassades et des consulats à travers le continent africain. On a entendu parler de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Là, les Russes devraient rouvrir cette année une ambassade aux Comores. Ils sont déjà au Niger, mais devraient formaliser leur présence très prochainement. Donc il y a au contraire un mouvement inverse de réinvestissement diplomatique, pour ne parler que de celui-ci, du continent africain. Ceci étant dit, les Russes n'avaient pas totalement déserté l'Afrique, puisqu'évidemment ils ont conservé des liens avec leurs grands partenaires que sont l'Algérie, par exemple. Il y avait également la Libye de Kadhafi, même l'Égypte de Moubarak, mais évidemment, vous le comprenez bien, il y a une logique qui est plus reliée à l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, que Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'une lecture, si vous voulez, qui était plus à relier ces pays d'Afrique du Nord selon une logique régionale qui la raccroche au Proche et Moyen-Orient, plus qu'à l'Afrique elle-même. Ceci étant dit, dans les années 2010, Vladimir Poutine avait développé des relations très fécondes avec Jacob Zuma en Afrique du Sud. On s'en souvient qu'il y avait des rencontres régulières, des projets économiques, dont le projet de centrale nucléaire en russe en Afrique du Sud qui n'a pas vu le jour. Bon. Mais il n'y avait pas ce mouvement il y avait la visite de Vladimir Poutine, évidemment, en Afrique du Sud en 2006. Bon, il y a eu des rendez-vous comme ça, mais il n'y avait pas ce mouvement évidemment puissant de réinvestissement. Alors, on a constaté également, d'autre part, toujours dans cette introduction, hein, une affirmation progressive de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, dans les horizons de la politique étrangère russe à partir de la deuxième moitié des années 2010, avec une approche d'ailleurs de plus en plus géopolitique, mais aussi l'affirmation de vecteurs économiques, par exemple, dans les relations avec les pays africains. D'ailleurs, cette repriorisation de l'Afrique dans la politique étrangère russe est attestée dans la production officielle de documents en Russie. Hein, quand on regarde les concepts de politique étrangère russe qui sont sortis depuis les années 2010. Il y a au moins 3 ou 4 versions depuis qui ont été publiées, 3 versions probablement. On voit une remontée, j'allais dire, de l'Afrique en matière de priorité pour la politique étrangère russe. Alors aujourd'hui, cet investissement, cet intérêt de la Russie pour l'Afrique emprunte évidemment mobilise plusieurs vecteurs et plusieurs acteurs. Et donc l'objet du séminaire d'aujourd'hui, c'est de s'intéresser à un de ces vecteurs, qui est celui d'un discours que les Russes diffusent, qu'ils propagent, qu'ils utilisent, notamment à l'endroit des publics africains, mais pas seulement, qui est celui sur la majorité mondiale. Alors, qu'on peut envisager à la fois comme un vecteur d'influence et peut-être également un élément de soft power. Alors ici, très brièvement quelques définitions. Influence, j'entends par influence une démarche structurée qui est entreprise par un acteur en vue et qui cible un autre acteur en vue de modifier la façon de penser et d'agir, voire l'opinion de cet acteur. C'est-à-dire que c'est une démarche évidemment qui est, je le redis, qui est structurée, qui est pensée en vue effectivement de faire évoluer, de faire changer l'opinion, la façon d'agir, de penser d'un autre acteur. Quand je parle façon d'agir, opinion, dans le cas qui nous intéresse, on parlera évidemment de choix politiques, on parlera d'opinion publique. En matière d'acteurs, on peut penser à des dirigeants politiques, des responsables militaires, des décideurs économiques également, qui peuvent être des acteurs cibles de cette démarche d'influence. On peut relever sur le plan méthodologique, stricto sensu, que cette démarche peut être de nature coercitive. Évidemment, dans le cas d'un discours,
la nature coercitive n'est pas pertinente, donc on ne va pas la retenir. Mais dans la démarche d'influence d'une manière générale, on ne peut pas négliger le fait qu'il peut y avoir également un volet coercitif. Le soft power, c'est autre chose. Le soft power, je m'en retiens à la définition de Joseph Nye, celui qui a conceptualisé cette notion de soft power, c'est une capacité toujours à modifier la perception d'un acteur grâce à son attractivité et au pouvoir de séduction qu'il peut exercer sur un autre acteur ou un autre groupe d'acteurs, d'ailleurs qui peut être aussi un pouvoir de persuasion, mais qui ne fait pas l'objet d'une démarche structurée par des acteurs ciblés vers d'autres acteurs ciblés. C'est quelque chose qui dépasse un petit peu le pays, en l'occurrence, qui émet ce soft power, c'est-à-dire finalement il projette une image, parfois un peu malgré lui d'ailleurs, auprès de certains publics, mais image qui n'est pas forcément la même auprès d'un autre public. Et souvent, ces ressorts font appel à la culture, aux valeurs qui sont associées à ce pays ou à cet acteur, à l'image qu'il renvoie plus généralement et qui peut être liée à plein de facteurs différents, ou à la diplomatie qu'il peut déployer. Autrement dit, le soft power peut être structuré uniquement dans la mesure où l'acteur qui l'émet, soft power, décide de mettre en place, structurer une politique de soft power et de vendre son image à l'étranger sous tel ou tel aspect. Mais il n'y a pas forcément la démarche aussi bien structurée et établie qu'on peut retrouver dans une démarche évidemment d'influence. Alors, petite précision avant de vous présenter le plan de mon développement. Il n'existe malheureusement pas d'études scientifiques pour évaluer la réception de ce discours de la majorité mondiale sur les publics africains. D'ailleurs, il serait intéressant de s'intéresser, de définir ce que sont les publics africains. Est-ce qu'on va s'intéresser à des pays? Est-ce qu'on va s'intéresser à des ethnies qui peuvent être transnationales? Est-ce qu'on va s'intéresser à des groupes religieux? Est-ce qu'on va s'intéresser à des locuteurs? L'Afrique francophone, plutôt l'Afrique anglophone. Bon, il y aurait plein en fait de notions transverses comme ça, évidemment, à faire ressortir. Je n'ai pas trouvé d'études fiables ou même d'études tout court sur la réception de ce discours. Il y a des études qui sont bien connues, qui existent sur la réception de l'image de la Russie, par exemple, auprès des pays africains et pas que des pays africains. Des études qui peuvent être menées, par exemple, par le Pew Research Institute, qui régulièrement sonde l'image de la Russie, l'image de Vladimir Poutine, auprès des publics africains et nord-africains. Bon, on voit une évolution au cours des années qui, d'une manière générale, tend plutôt à attester d'une amélioration de l'image de la Russie relative. Mais si on regarde notamment sur les 20-30 dernières années, on voit quand même globalement une amélioration, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement foudroyant, si vous voulez. Alors, j'irai 3 points dans mon intervention. Tout d'abord, je vais vous parler de la genèse de ce concept de majorité mondiale, un concept multifacette. Dans un deuxième temps, je vais m'intéresser à l'ADN de ce concept, qui se retrouve en fait, on le verra, à la croisée de plusieurs discours clés dans la rhétorique russe en matière de politique étrangère. C'est vraiment un discours qui se retrouve à la croisée de plusieurs autres concepts utilisés par la Russie dans sa diplomatie, et je terminerai sur les limites et les contradictions que j'essaierai de montrer de ce discours sur la majorité mondiale dans le contexte africain. Alors, donc le premier point sur la genèse et l'emploi de ce concept. Le concept de majorité mondiale, en russe Miravoye et Bolchinistvo, est une construction géopolitique qui a été élaborée en Russie en 2022 par les chercheurs de la Haute École d'économie, principalement, mais pas seulement, notamment sous la houlette de Sergei Karaganov, dont on pourra reparler, et qui s'apparente à une déclinaison russe de la notion de Sud global, qui est plus ancienne, qui est bien plus répandue à travers la planète. C'est donc une construction qui surgit d'abord dans la littérature académique et universitaire russe. Il y a eu depuis 2022, d'ailleurs, beaucoup de papiers en Russie qui ont été produits autour de cette notion de majorité mondiale. Il y a des laboratoires qui travaillent dessus désormais, des chercheurs qui font des séminaires, etc. Donc c'est quelque chose qui a pris, si vous voulez, dans le paysage académique russe. Mais fait intéressant, c'est un élément de langage, c'est devenu un élément de langage, j'y reviendrai, comment dirais-je, qui par capillarité s'est retrouvé et utilisé par les responsables et les officiels russes. Autrement dit, le discours officiel russe s'est approprié très rapidement cet élément de langage. Alors,
C'est un concept qui est produit évidemment de la rupture entre la Russie et les Occidentaux que j'introduisais tout à l'heure, marqué par la guerre en Ukraine, puisque dans certains écrits, on retrouve comme élément de définition que la majorité mondiale serait une forme d'anti-Occident. Ça, j'y reviendrai également. Mais il y a tout d'emblée, il y a cette notion évidemment de confrontation qui est clé. Deuxième élément, la Russie préfère l'utilisation du terme de majorité mondiale. Enfin, dans le discours russe, on préfère utiliser le terme, la notion de majorité mondiale, à celle de Sud global. Pourquoi? Parce que d'abord, la notion de Sud global est connotée économiquement du point de vue des Russes, puisqu'il y a ce terme de global qui renvoie à globalisation, globalisme, à ce que les Russes, ce qu'on appelle en Russie les globalistes, qui sont aujourd'hui très contestés et même combattus en Russie. Et d'autre part, il est marqué intellectuellement, tout simplement, comme étant un concept occidental, dont il faut évidemment s'affranchir, et donc la Russie propose son approche avec sa notion de majorité mondiale. D'autre part, je parlais de l'émergence, toujours dans l'émergence de ce concept. Ce concept est apparu à la faveur des votes survenus à l'Assemblée générale des Nations unies au cours de l'année 2022, alors principalement au cours du premier semestre 2022, lorsque plusieurs projets de résolution ont été proposés par des pays occidentaux pour critiquer et condamner la Russie pour la guerre en Ukraine. Et lorsque ces projets de résolution ont été mis au vote, eh bien les Russes ont eu la surprise, plutôt la bonne surprise de leur point de vue, de constater que les pays non occidentaux ne votaient pas nécessairement comme le souhaitaient Paris, Berlin, Washington, Londres, et qu'en fait, on a très vite constaté une distanciation à l'égard de ce conflit de la part des pays non occidentaux, ce qui n'est pas exclusif aux pays africains. On parle pays asiatiques, et des pays aussi d'Asie centrale, des pays d'Amérique du Sud. D'une manière générale, tous ces pays donc non occidentaux, soit s'absentaient au moment du vote, pour regarder donc là par résolution, certains pays tout simplement quittaient la salle pour pas avoir de problème. D'autres pays préféraient s'abstenir au moment du vote. Et aussi bien, j'allais dire, des gros pays, par exemple, comme l'Inde, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, hein, qui sont membres des BRICS, on y reviendra, que des pays plus petits, plus modestes, qui ne veulent pas avoir fait de problème et chercher à conserver une forme d'équidistance, finalement, ou de distance dans ce conflit-là. Certains pays, bien plus rares, évidemment, ont voté contre ces projets de résolution. Alors, généralement, ce sont des pays qui ont de bonnes relations avec la Russie. Mais en tout cas, il n'y avait pas un bloc homogène contre la Russie pour condamner la Russie. Alors très vite, Moscou a tiré la conclusion qu'il y avait là une fenêtre, une faille dans laquelle il fallait s'engager, voire même un actif en matière de politique étrangère qu'il fallait faire fructifier dans cette logique de confrontation, évidemment, avec les Occidentaux. D'autre part, dans les universités russes qui travaillent sur ce sujet-là, on est aussi arrivé à la conclusion que selon les votes, évidemment, à l'Assemblée générale des Nations unies, un pays égale une voix, et quand on rapportait la géographie de ces votes à la démographie mondiale, s'apercevait eh bien que finalement, la majorité de la population mondiale finalement tenait à conserver une forme de distance ou de neutralité à l'égard de la guerre en Ukraine et ne voulait pas être associée à une politique de sanctions ou une politique de confrontation avec la Russie. Donc, les Russes en ont tiré la conclusion qu'il y avait là un actif qu'il fallait utiliser, qu'il fallait structurer finalement cet élément qui est devenu la majorité mondiale et un élément de langage, au même titre d'ailleurs qu'un autre élément de langage, alors plus ancien, élément de langage russe, plus ancien et plus connu, qui est celui d'Occident collectif, hein, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un élément de langage très utilisé par Monsieur Lavrov, par les diplomates russes, et également par Vladimir Poutine. Alors Occident, qui est un peu moins collectif depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, bien évidemment, on l'entend d'ailleurs un petit peu moins, mais néanmoins, c'était un élément de langage qui était extrêmement courant et utilisé dans les communications officielles russes au cours des années 2010 et d'une certaine manière, jusqu'à aujourd'hui. Qui est-ce qui véhicule concrètement ces éléments de langage? Quand je dis véhiculer, je n'ai aucune connotation négative, hein, c'est vraiment pour parler au niveau méthodologique de vecteur du discours. Il y a évidemment d'abord les diplomates et les hommes politiques, et au plus haut niveau de l'État, Vladimir Poutine emploie régulièrement l'expression de majorité mondiale, par exemple dans la conférence annuelle de Valdai,
auquel viennent plus de chercheurs non occidentaux aujourd'hui qu'auparavant, hein, évidemment. Donc il parle de majorité mondiale. Sergei Lavrov, que j'utilise, j'ai employé tout à l'heure, ministre russe des Affaires étrangères, que je citais tout à l'heure, l'utilise aussi très régulièrement. Les ambassadeurs russes l'ont également dans leur discours. Je l'ai dit, autre véhicule de ce vecteur de ce discours, les universitaires et académiques en Russie qui explorent ce concept. Les médias russes, évidemment. Alors pour l'Afrique, principalement RT et Sputnik, on peut retrouver dans leur diffusion des références à la majorité mondiale, mais également les influenceurs ou blogueurs avec qui les Russes travaillent peuvent se réapproprier ce concept. Et ça a été évoqué en introduction dans la partie culturelle, mais qui fait aussi office comment dirais-je, d'influence, les maisons russes à travers le continent africain qui ouvrent un peu plus chaque mois, sont susceptibles, dans leur large éventail d'activités proposées, de pouvoir utiliser, le cas échéant, ce type d'éléments de langage. Alors, le concept de majorité mondiale, et je l'ai dit, est employé au plus haut niveau de l'État russe. Il est promu dans des forums et des rendez-vous internationaux emblématiques, les BRICS+, par exemple, les Russes qui avaient la présidence tournante des BRICS en 2024, qui assumaient cette présidence tournante, l'ont abondamment utilisé. On le retrouve dans des communiqués officiels, mais également le sommet Russie-Afrique, où les responsables russes utilisent aussi, alors que ce soit au niveau ministériel, au niveau des chefs d'État, comme il doit y avoir un sommet Russie-Afrique au niveau des chefs d'État et de gouvernement cette année. Vous pouvez être certain que les Russes vont encore utiliser dans leur communication officielle la notion de majorité mondiale, dans les cadres bilatéraux, mais à ce stade, j'ai constaté que ce concept de majorité mondiale s'exporte assez peu, finalement. Il y a très peu de chefs d'État africains, par exemple, qui vont se l'approprier dans leur communication, employer le terme de majorité mondiale. Pour l'instant, ça ne s'exporte pas. Le concept d'Occident collectif, c'était très modestement exporté. Monsieur Loukachenko, président de la Biélorussie, l'a employé, par exemple. Je crois aussi avoir vu passer le terme d'Occident collectif dans la communication officielle iranienne. Mais ça restait quand même un succès très relatif à l'export. Alors, toujours dans cette première partie, je voudrais également rappeler que ce terme ce récit hein, sur la majorité mondiale est symptomatique également du repositionnement de la Russie dans l'ordre international consécutivement à 2022, puisque il marque le repositionnement de la Russie dans une logique nord-sud et non plus est-ouest, c'est-à-dire que la logique est-ouest du point de vue de la Russie aujourd'hui est confrontationnelle et du point de vue des Occidentaux aussi, et d'ailleurs majoritairement. Désormais, dans les relations Est-Ouest, c'est la confrontation, c'est l'unilatéralisme, et éventuellement des engagements au niveau bilatéral, comme on le constate par exemple entre les Russes et les Américains aujourd'hui, mais les relations sont totalement, évidemment, compromises. En revanche, les Russes, désormais, affirment, prétendent se repositionner dans une logique nord-sud, et dans cette logique nord-sud, ils jouent pleinement la carte du multilatéralisme. On le retrouve dans des forums comme les BRICS+, que j'évoquais tout à l'heure, dans l'Organisation de coopération de Shanghai, dans un format comme OPEP+, par exemple, la Ligue arabe, il y a un format Russie-Ligue arabe qui est en train d'émerger. Bon, l'ASEAN, il y a plein de formats comme ça régionaux, macro-régionaux, dans lesquels, qui sont donc plutôt une logique de coopération nord-sud, dans lesquels les Russes se repositionnent et affirment, revendiquent toujours jouer la carte du multilatéralisme. Mais c'est aussi ce concept de majorité mondiale, un contre-narratif que les Russes emploient face à la volonté occidentale de créer un cordon sanitaire autour de la Russie depuis 2022. C'est-à-dire que c'est un élément de langage qui vise à également diffuser un récit qui a plusieurs vocations. D'abord, contredire l'image d'une Russie isolée, puisque dès le départ, en 2022, les Occidentaux cherchent évidemment à mettre des sanctions sur la Russie et cherchent finalement à isoler la Russie économiquement, politiquement,
ce à quoi ils ne sont pas parvenus. On est aujourd'hui en 2026, force est de constater l'échec relatif, ou le relatif échec, comme on veut, de cette politique d'embargo et de cordon sanitaire, puisque très vite, la Russie a trouvé des contre-mesures face aux sanctions pour recréer des schémas logistiques, faire des importations parallèles, enfin je rentre pas dans le détail, mais surtout au niveau politique, elle est apparue bien moins isolée que ce qu'on escomptait en Europe et aux États-Unis. Les chefs d'État et de gouvernement de pays non occidentaux continuaient à venir à Moscou ou à Sotchi, les responsables diplomatiques russes continuaient à se déplacer, Vladimir Poutine, même s'il est contraint, s'est rendu à l'étranger à plusieurs reprises. Donc ce discours est aussi venu, dès le départ, contredire finalement, comme je le disais, cette image d'une Russie isolée. Deuxième point, c'est un discours qui vise aussi à consolider ce groupe de pays qui ont refusé d'adhérer à la politique occidentale de sanctions contre la Russie. Alors, pour Moscou, l'idée, c'est essayer d'homogénéiser, en tout cas de consolider ce groupe-là. On y reviendra. Et entretenir, troisième élément, une distanciation entre ces pays du Sud, les grands émergents ou les émergents, à l'égard du conflit en Ukraine, avec notamment ce discours qui vise à les singulariser, hein, à formaliser plutôt leur position singulière ou de distanciation, voire même à gagner de nouveaux soutiens parmi les pays qui étaient dubitatifs au départ, mais toujours quand même très très soucieux de ne pas froisser non plus les Occidentaux. Bon, dans la logique des votes à l'ONU ou dans d'autres logiques justement multilatérales, ça vise peut-être à débloquer des soutiens supplémentaires. Autre élément dans cette idée de contre-narratif, du point de vue des Russes, ça vise aussi à diffuser l'image d'un Occident qui finalement, lui, s'est isolé, avec pris au piège de sa propre politique de sanctions, puisque l'idée étant de dire, bah regardez, une majorité mondiale, donc ça veut dire que vous êtes une minorité mondiale. Hein, la contraposée, si vous voulez. Hein, c'est ce qu'on a appelé en Occident de West versus the Rest. Ça vient un petit peu valider cette lecture-là des choses. Ça renvoie autre élément dans cette logique de contre-narratif, parce que c'est un récit, mais c'est aussi un contre-récit. Ça renvoie à l'image d'un Occident perçu par les Russes comme étant sur le déclin démographiquement. Hein, je parlais tout à l'heure de poids démographique de cette majorité mondiale, sur le déclin du point de vue aussi des valeurs, on y reviendra. Enfin, c'est un récit qui consiste aussi à projeter l'image de pays du Sud comme étant des sujets de relations internationales et non pas des objets. Et ça, c'est très important pour les Russes parce que ça va résonner avec un autre élément de leur discours qui est celui sur la souveraineté, sur lequel nous allons venir tout de suite. Et donc, j'arrive sur la deuxième temps de ma présentation. L'ADN de ce concept, à la croisée qui se retrouve à la croisée de plusieurs discours dans la rhétorique russe en matière de politique étrangère, puisque la notion de majorité mondiale elle résonne et s'agrège avec plusieurs notions clés qui sont anciennes, plus anciennes que la majorité mondiale, dans le discours russe. D'abord, premier élément, la notion de multipolarité. La Russie promeut la notion de multipolarité, l'émergence d'un ordre mondial multipolaire post-occidental. C'est un élément clé du discours de politique étrangère russe et de la perception russe de l'évolution de l'ordre international vers un monde polycentrique. Alors, c'est une construction géopolitique qui, je le disais, qui est plus ancienne puisqu'elle remonte à la fin des années 90. Elle a été théorisé, on peut dire que ces fondations ont été jetées par Evgeny Primakov, qui est ancien Premier ministre russe, ancien ministre des Affaires étrangères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui, dès la fin des années 90, prône un rééquilibrage de la politique étrangère russe en faveur des relations avec les pays non occidentaux et principalement asiatiques, la Chine et l'Inde, pour faire contrepoids à un ordre international unipolaire, qui gravite en gros autour de Washington et de la politique étrangère des États-Unis. On est dans les années 90, les États-Unis sont l'hyperpuissance incontestée, et évidemment, dès la fin des années 90, les Russes commencent à s'apercevoir que cet ordre mondial-là, cette construction, ne leur est pas favorable. Et donc, Primakov, qui à l'époque est aux affaires, donc milite pour ce rééquilibrage, mais
cette théorie Primakov, dans cette doctrine Primakov, il indique aussi très clairement que l'espace post-soviétique doit être le précaré de la Russie. C'est là où la Russie perçoit ses intérêts vitaux et stratégiques et qu'aucune crise ne doit s'y régler contre les intérêts de la Russie. Donc c'est déjà la notion, si vous voulez, de sphère d'influence et de précaré qui réémerge. Alors, ce discours sur la multipolarité, donc qui émerge, je le dis, à la fin des années 90 en Russie, les Russes le diffusent dès les années 2000 en réalité, mais il est assez largement inaudible, surtout que la Russie dans les années 2000 reste malgré tout encore engagée dans une logique de coopération et de développement de ses relations avec l'Occident en priorité, malgré les difficultés déjà apparentes, les révolutions de couleur dans l'espace post-soviétique, l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Bon, je vais pas refaire le détail, il y a déjà des embûches qui apparaissent, mais les Russes restent dans une logique de coopération avec les Occidentaux. Et tant et si bien que ce discours sur la multipolarité reste assez hors sol, assez inaudible, et d'autant plus que les Russes ne sont pas spécialement tournés encore, comme je le disais, vers l'Afrique. Les choses vont changer à partir des années 2010, et surtout avec le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, après la parenthèse Medvedev. Deuxième élément clé deuxième concept clé dans la rhétorique russe avec lequel la majorité mondiale résonne, c'est le discours sur la souveraineté, le rejet des sanctions et ce que les Russes appellent le double standard des Occidentaux dans les affaires internationales. Alors ça, c'est un élément structurant de la rhétorique russe en matière de politique étrangère depuis les années 2000. La Russie se présente comme la championne de la souveraineté à l'égard des Occidentaux, plus spécifiquement à partir de 2014. Alors, il y a eu évidemment les épisodes de 2003, donc contestation et critique de l'invasion américaine en Irak, contestation des bombardements au Kosovo en 99, etc. Je ne refais pas tout l'historique, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment 2014 est un tournant, puisque ce sont l'annexion de la Crimée, donc les premières sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie, suite à quoi Moscou entreprend une politique de substitution aux importations. Concrètement, en Russie, on va s'affranchir le plus possible, avec des succès très très variés et relatifs, des approvisionnements occidentaux ou des solutions occidentales, que ça soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la défense, de la finance, des médias, bref, la Russie va commencer à tourner le dos, modestement, mais quand même, à l'Occident. Et aujourd'hui, cette notion de souveraineté est déclinée à plusieurs domaines par les Russes. Souveraineté alimentaire, la Russie est une superpuissance exportatrice de céréales, donc souveraineté informationnelle, on parle toujours des médias russes, des capacités cyber de la Russie, etc. Souveraineté économique, souveraineté politique, etc. C'est un thème qui se décline vraiment à toutes les sauces en Russie. Alors cette célébration de la souveraineté, elle trouve son prolongement naturel, évidemment, dans le refus de la politique de sanctions. Moscou est la championne des sanctions aussi, puisque la Russie est le pays le plus sanctionné de l'histoire, avec plus de 30 000 sanctions contre elle, sanctions européennes, américaines, canadiennes, britanniques, japonaises, enfin plusieurs pays qui ont adopté des trains de sanctions contre elle depuis 2022, pour ne parler que de cela, parce qu'il y avait des trains de sanctions évidemment depuis bien avant. Les sanctions qui sont un outil coercitif utilisé principalement par les Occidentaux, plus spécifiquement d'ailleurs par les Américains, mais l'Union européenne depuis 2022 s'y met, dans une logique de pression à des fins politiques et économiques. C'est donc le rejet de ces sanctions qui est aussi un élément sur lequel se retrouvent les BRICS, par exemple. Les BRICS+, il y a un élément de cohésion, vraiment, c'est ce rejet de la politique de sanctions. Alors, je le disais, Moscou, depuis des années, dénonce aussi que les responsables russes appellent un habillage moral et juridique qui vise en réalité à poursuivre un agenda économique et de préservation de leur hégémonie par les Occidentaux à travers leurs interventions depuis une trentaine d'années dans les affaires du monde, dans les crises,
dans les pays du Sud, hein, très principalement, afin donc de préserver leur hégémonie sur les affaires du monde. Et donc, dans cette logique-là, le recours aux sanctions ne serait un outil de plus, un outil utilisé de manière sélective dans cette logique donc de préservation de cette hégémonie de plus en plus contestée. Et il y a qu'à voir tout simplement ce qui se passe depuis le 28 février avec l'Iran et les bombardements israélo-américains, qui du point de vue du droit international sont parfaitement illégaux. Il n'y a aucune sanction qui est prise par qui que ce soit contre ni les États-Unis évidemment, ni Israël. Il y a des violations du droit international humanitaire flagrantes. Là aussi, pas un mot. Bon, on pourrait multiplier les exemples. C'est ce qu'on appelle le double standard. Et donc ça, c'est un discours qui évidemment porte auprès des pays du Sud. Alors, pays du Sud de manière très large, pas spécifiquement en Afrique, hein, mais plus spécifiquement auprès des pays du Sud qui ont pu se retrouver en délicatesse avec les Occidentaux au cours de ces dernières années pour des raisons de gouvernance domestique ou pour des affaires liées aux droits de l'homme, par exemple. Autre élément, troisième élément de langage russe et de concept russe avec lequel la majorité mondiale peut raisonner, auquel il peut faire écho, c'est tout le récit russe sur le néocolonialisme. On a un récit russe sur le néocolonialisme supposé, dont feraient preuve les anciennes puissances tutélaires à l'égard de leurs anciennes dépendances, que ce soit en Afrique ou en Asie. Ces puissances tutélaires poursuivraient, à travers différents moyens, pratiques dites néocolonialistes. Là, les Russes reprennent en fait de vieilles recettes de l'époque soviétique, hein, qui sont bien connues, les discours qui avaient été mobilisés à l'époque des guerres des guerres coloniales, des guerres d'émancipation, en faveur donc de l'émancipation des États en Afrique, en Asie et ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait attendu et classique. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion de néocolonialisme est évidemment reprise au plus haut niveau de l'État, puisque Vladimir Poutine lui-même a employé à plusieurs reprises la notion de néocolonialisme et de comportement néocolonialiste des Occidentaux, donc notion de prédation, la notion même de parasitisme. Tout ça, ce sont des éléments de langage qu'on va retrouver au plus haut niveau de l'État, dans la bouche des dirigeants russes, et qui résonnent avec cette notion de majorité mondiale une fois de plus. Et dernier point dans cette deuxième partie, la notion des valeurs. Et là, c'est un facteur de polarisation. Alors, on parlait de soft power tout à l'heure, hein. Les valeurs, évidemment, font partie de ces éléments qui nourrissent un soft power. La notion de majorité mondiale est censée renvoyer à un ensemble très vaste de pays, on l'a dit, qui ont en commun d'être non occidentaux. Alors, ça reste encore très vaste géographiquement en termes de délimitation, qui ont en commun de résister, ou du moins de s'opposer aux pressions occidentales, principalement américaines et européennes, pour aider l'Ukraine, ou pour sanctionner la Russie, ou pour jouer le jeu des sanctions, etc., boycotter la Russie. Donc un élément d'affirmation, j'allais dire, de leur choix politique étrangère à l'égard des Occidentaux. Mais autre élément qu'on peut trouver relativement transverse, ce sont des pays qui partageraient un certain nombre de valeurs communes, notamment celles qu'on appelle les valeurs dites traditionnelles, dans le domaine sociétal, dans le domaine de l'intime, et qui refusent d'importer, de s'approprier les valeurs d'ultra-tolérance qui sont promues par les Occidentaux, notamment les États-Unis jusqu'à Joe Biden, puisque Donald Trump, évidemment, sur un autre positionnement, et qui sont toujours promus par, évidemment, les Européens. Ça, c'est un élément, évidemment, auquel ces pays-là peuvent relier la Russie, qui se présente comme, évidemment, une puissance conservatrice en matière de valeurs dites traditionnelles, de religion, etc. Et c'est évidemment un élément de soft power qui vient s'agréger aussi avec cette majorité mondiale. Troisième et dernier point, ce sera plus rapide dans mon exposé, donc les limites et les contradictions de ce discours russe que j'ai essayé de vous décortiquer dans le contexte africain. Tout d'abord, je l'ai dit, on manque d'outils, de mesures sur la portée et l'impact de ce discours auprès des audiences africaines. Ça, c'est d'ailleurs une piste pour d'éventuelles recherches ou d'éventuelles collaborations, mais il faudrait arriver à définir un protocole pour mesurer, travailler sur l'impact de ce discours, ce qui demanderait du temps, du monde, des outils, des sociologues, des gens pour travailler sur ça.
Deuxième point, évidemment que le discours russe et l'ode à la souveraineté évoqué enfin, que la Russie évidemment utilise, a été mis à mal par la guerre en Ukraine et l'opération spéciale russe, qui reste malgré tout une guerre avec une tentative de changement de régime qui a échoué contre Kiev. Troisième point, toujours sur la souveraineté, il y a évidemment les pratiques de certaines entités russes dans le cadre de partenariats avec des pays africains sur le modèle concession contre protection qui renvoie à une forme d'accaparement de richesses et de ressources naturelles dans le cadre de contrats, enfin en tout cas j'allais dire, de partenariats sécuritaires contre une protection apportée au pouvoir ou à certains régimes à travers le continent africain, accaparement de richesses naturelles qui peut, dans certains contextes, évidemment, venir contredire là aussi certains éléments du discours russe sur la prédation dont feraient preuve certains pays occidentaux. Quatrième élément que je discerne dans ces contradictions, la majorité mondiale comme l'Occident collectif sont en réalité moins homogènes qu'il n'y paraît, c'est évident. Il n'y a qu'à voir la réaction, par exemple, des pays à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Alors là, il y a un cas emblématique qui est celui de l'Inde. L'Inde qui est beaucoup plus compréhensive à l'égard d'Israël que peuvent être d'autres pays. La Chine qui ne veut pas dédollariser trop vite parce qu'elle a tiré parti du dollar pour prospérer et s'enrichir depuis une trentaine d'années. L'Inde qui ne veut pas que la Chine devienne un nouvel hégémon et se substitue aux États-Unis. Des pays africains qui ne vont pas nécessairement en réalité adhérer à la logique de rupture de la Russie avec l'Occident, parce que ces pays africains sont plutôt dans une logique de diversification de leurs partenariats internationaux, mais pas nécessairement une logique de rupture avec les Occidentaux. Or, aujourd'hui, la Russie reste un élément de polarisation, évidemment, à l'égard de l'Occident. Et donc, il y a un enjeu politique, ce que je veux dire. Autre élément que je discerne, il ne faut pas ce discours sur la majorité mondiale ne peut en aucun cas se substituer au vecteur d'influence extrêmement puissant qui avait été à l'époque soviétique, l'idéologie communiste et les récits propagés à l'époque par l'URSS, évidemment sur l'émancipation des peuples, les pays frères, le camp socialiste, etc., avec les relais que représentaient les partis communistes, etc. Évidemment que ce récit ne peut pas se substituer à ce formidable outil d'influence et de soft power qu'avait été tout ce réseau soviétique. Donc si on veut le comparer à cette époque-là, c'est évidemment un peu léger. Et enfin, ce discours sur la majorité mondiale peine à cacher une relation économique entre la Russie et l'Afrique qui reste malgré tout très très faible. L'an dernier, le commerce russo-africain s'est élevé à 27 milliards de dollars. 27 milliards de dollars à comparer aux presque 350 milliards du commerce entre l'Afrique et la Chine, et les 350 et quelques milliards de dollars entre l'Europe et l'Afrique en 2024. Donc ça reste vraiment très très en dessous. Il y a un potentiel qui est assez largement inexploité, mais ce sont des processus très longs, de long terme, de développer ces liens économiques. J'en arrive donc à ma conclusion, en quelques mots. Le concept de majorité mondiale, selon moi, a une très grande plasticité géographique, puisque derrière une apparente homogénéité définie par ses contours non occidentaux, ces horizons sont quand même très flous. Sont des pays qui ne partagent pas la position de l'Occident dans la guerre en Ukraine, certes, qui tiennent à conserver une distance à l'égard de ce conflit, un conflit du Nord, et pas un conflit du Sud, tout en maintenant des relations économiques fécondes, aussi bien avec des pays occidentaux qu'avec la Russie, qu'avec la Chine. Il y a des pays comme ça qui jouent sur tous les tableaux et qui arrivent plutôt bien. En Afrique, je pense par exemple au Maroc, un pays comme le Maroc qui a de très bonnes relations économiques et diplomatiques avec la Russie, mais qui est complètement évidemment tourné pour son business quand même vers l'Occident, mais aussi de plus en plus vers l'Afrique. Ce sont des pays donc qui sont un petit peu dans une logique de multi-alignement, et non pas de confrontation. C'est un discours à la portée limitée, certainement auprès des opinions publiques, puisque ça reste malgré tout une construction géopolitique abstraite, mais qui peut avoir un certain impact, ça resterait à mesurer, sur des élites sensibles, par exemple, au discours panafricaniste.
Ça peut résonner avec leur propre récit. L'accent souverainiste du discours est en revanche certainement beaucoup plus audible par les audiences africaines, qui généralement sont réceptives à la notion de souveraineté et au récit sur la souveraineté. Plus généralement, ce discours sur la majorité mondiale enrobe une relation politico-économique russo-africaine qui est en plein renouveau, mais qui doit encore faire ses preuves, notamment au niveau économique. En revanche, diplomatiquement et politiquement, on constate tous les jours des contacts jusqu'au plus haut niveau de l'État entre les responsables africains et les dirigeants russes. C'est un discours qui, comme je le disais juste avant, toujours dans cette conclusion, vient se fondre avec l'image d'une Russie puissance conservatrice qui tient tête à l'Occident. Et ça, c'est des choses qui parlent en Afrique, en tout cas certaines audiences africaines, en y apportant évidemment une dimension rhétorique, mais qui reste bien moins puissant comme je le disais, que pouvait être l'idéologie communiste et la logique de bloc de l'époque soviétique. Autrement dit, le concept de majorité mondiale, et ce sera ma phrase de conclusion, étoffe un petit peu plus, selon moi, le soft power russe, hein, pour répondre un peu à la question posée. C'est plus un élément, à mon avis, qui vient étoffer, à ce stade, tout du moins, le soft power russe à l'égard de l'Afrique, plus qu'autre chose, parce que son pouvoir structurant reste pour moi à démontrer. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, prof. Euh, Vraiment, merci pour cette belle présentation qui est riche en enseignements. Vraiment, c'était un plaisir de vous accueillir et aussi, vraiment, on a pu comprendre la notion du majorité mondiale que vous avez détaillée, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie ou à l'Occident particulièrement. Et aussi, en même temps, j'en profitais pour noter des questions à qui peut-être je pense qu'on peut partager ça ici. Et la première en est que, bon, vu que vous avez parlé tout à l'heure en termes d'investissement que la Russie fait en Afrique, c'est par rapport comparé à la Chine ou la France ou en Amérique. Bon, si c'est vraiment la question qu'on peut poser de la sorte est que cherche la Russie précisément en Afrique? Puisque quand on parle en question d'investissement, la Russie investit peu. Et sur sa présence, on sent actuellement plus la présence de la Russie en Afrique. Que cherche réellement la Russie en Afrique? Ça, c'est la première question. Mhm. La deuxième, est que vous avez aussi, en suivant votre intervention, vous avez parlé aussi de la Russie et le champion des sanctions. Et le champion des sanctions. Mais comparé à l'Iran, est-ce que réellement la Russie est le champion des sanctions internationales comparé à l'Iran, qui fait débat actuellement? Ça, c'est la deuxième question. Deuxième question. Troisième question, quels sont vraiment les éléments du soft power que la Russie utilise pour émailler le monde, en fait, notamment en Afrique? Merci pour ces trois questions en attendant. Alors, merci pour vos questions. Je vais les prendre dans l'ordre, hein. Que cherche vraiment la Russie en Afrique? Ça, c'est une question tout à fait pertinente et tout à fait, comment dirais-je, les responsables africains doivent, à mon avis, effectivement se la poser. Je commence par rappeler ce que j'ai dit dans mon introduction, hein, qui est que pour les Russes, les intérêts vitaux restent concentrés dans l'espace post-soviétique. C'est-à-dire que la Russie continue à percevoir ses intérêts vitaux et stratégiques d'abord dans son voisinage, l'espace post-soviétique, ce qu'ils appellent le proche étranger, hein, donc une expression d'ailleurs qui est revenue en goût du jour depuis quelque temps. Et par conséquent, l'Afrique, géographiquement, c'est éloigné évidemment de la Russie, mais il n'y a pas d'intérêts vitaux de la Russie en Afrique. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, les élites politiques, diplomatiques, militaires russes ont toujours une tendance à considérer les affaires du monde et leurs relations avec les pays
africains notamment, mais autres, mais avec le prisme occidental, c'est-à-dire à travers leurs relations dégradées avec les Occidentaux. Il y a toujours un petit peu ce prisme-là qui vient se plaquer dans ces relations-là. Tout comme les Occidentaux ont aussi un réflexe ces derniers temps de voir aussi, avoir un prisme russe pour analyser un certain nombre de crises qui peuvent se passer dans le monde ou ailleurs. Tout de suite, il y a un réflexe de se demander finalement, est-ce que la Russie peut y être responsable ou pas, ou est-ce qu'elle va comment dirais-je, est-ce qu'elle va être gagnante ou perdante? Regardez encore, je prends l'exemple de ce qui se passe là avec les bombardements israélo-américains sur l'Iran. La question qui se posait très rapidement, alors là, surtout depuis quelques jours, c'est la Russie est gagnante dans cette crise parce que le prix du pétrole va augmenter. Il y a une semaine, j'avais des journalistes qui m'appelaient pour me dire les Russes laissent encore tomber un de leurs alliés après Assad en Syrie, Maduro au Venezuela. Là, les Iraniens se font attaquer, les Russes ne bougent pas. Donc, sous-entendu, la Russie est faible et perdante. Et là, j'avais des journalistes depuis lundi qui m'appellent pour me dire la Russie est gagnante, le prix du pétrole explose. Donc, c'est tout de suite, en fait, le prisme de la Russie. Bon. Les Russes, c'est un petit peu pareil avec leur politique étrangère, notamment vers l'Afrique. Il y a toujours une tendance à ausculter leurs relations avec ces pays-là à travers ces lunettes occidentales. Ce que cherchent les Russes en Afrique, dans l'immédiat, je dirais qu'il y a évidemment au niveau politique des appuis et des partenariats. Je l'ai un petit peu démontré dans mon propos, hein, donc pérenniser ces soutiens qu'ils ont cru discerner dans la position de certains pays africains, cette retenue à l'égard du conflit en Ukraine. Donc continuer de travailler avec eux, développer ces relations. Ils repartent de très loin quand même, les Russes, en Afrique, dans leurs relations, aussi bien au niveau diplomatique, au niveau économique, je donnais les chiffres tout à l'heure, au niveau des coopérations universitaires et culturelles. Il reste beaucoup de choses à bâtir, parfois même il reste tout à bâtir ou à rebâtir. Et donc, ils ont pour ceci un certain nombre de ressources, alors déjà des ressources humaines, ils ont des diplomates, et beaucoup de diplomates francophones d'ailleurs, surtout depuis que beaucoup de diplomates russes ont été expulsés des ambassades russes en Europe et aux États-Unis. Ce sont du personnel qu'on va pouvoir réattribuer à des nouvelles ambassades ou de nouveaux pays, notamment en Afrique. Bon. Ils ont aussi, au niveau économique, alors il y a une relation qui, je l'ai dit, est très modeste, hein. On a dit 28 milliards l'année dernière. C'est très peu, mais lorsqu'on regarde l'évolution du commerce russo-africain depuis une dizaine d'années, c'est en augmentation. C'est en augmentation quasiment constante. C'est pas flagrant, mais quand on regarde la courbe, ça augmente. Donc, logique de progression, mais il y a des embûches. Les embûches, bon, d'abord, il y a des contraintes logistiques. Je le dis, la Russie-Afrique, c'est loin. C'est la mer, ça va être les routes maritimes qu'il faut développer, donc c'est la logistique internationale. Mine de rien, il y a aussi les sanctions qui peuvent entraver certaines opérations. Pour l'avion, il n'y a pas de vol direct, hein. Les seuls vols directs que vous allez trouver entre la Russie et on va dire l'Afrique hors Afrique du Nord, ça va être entre la Russie et l'Éthiopie, Addis Abeba. Là, vous avez un vol direct qui existe, mais vous n'avez pas de liaison directe. C'est-à-dire que pour se rencontrer, les gens doivent passer par Istanbul, par Dubaï. Alors Dubaï, en ce moment, c'est pas possible. Ou par Addis Abeba. Ou bien passer par Le Caire et ensuite remonter. Enfin, c'est, mine de rien, tout un périple. C'est pas évident. À l'époque soviétique, il y avait des vols réguliers, long courriers, entre l'Union soviétique et plusieurs capitales africaines. Tout ceci doit être évidemment rebâti, réinstitué, mais là aussi, les sanctions les sanctions viennent entraver ce mouvement-là. Notamment, je pense aux sanctions sur les avions, hein, Boeing, Airbus, etc., qui est le fait que la Russie ne peut plus acheter de longs courriers auprès de ces constructeurs-là, par exemple. Mais là, néanmoins, les entreprises russes proposent, me semble-t-il, des certains produits, certaines solutions, certaines denrées qui peuvent satisfaire de certaines demandes africaines. Alors, on a coutume de parler évidemment des céréales, parce que la Russie exporte massivement des céréales vers l'Afrique. La Russie a exporté en tout 45 millions de tonnes d'engrais l'an dernier à travers le monde. Elle exporte aussi beaucoup d'engrais en Afrique. Il y a je vois passer beaucoup de choses dans le domaine tout ce qui est pharmacie et santé, avec des entreprises russes qui proposent des vaccins, des médicaments, qui sont prêtes à localiser dans certaines conditions la production dans certains pays.
Il y a une diplomatie sanitaire, d'ailleurs, qui est déployée par la Russie, qui offre parfois, entre guillemets, des laboratoires mobiles à certains pays d'Afrique centrale pour aller faire des études et détecter des gènes pathologiques dans la jungle. Bon, il y a des choses comme ça qui se font, il y a des propositions dans le domaine du cyber. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour les Russes, il y a un intérêt à élargir aussi les marchés et à trouver de nouveaux partenaires économiques qui ne pourront en aucun cas, ça, que les choses soient très claires, se substituer à ce qu'a été le commerce entre la Russie et l'Occident, qui était plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année. Là, évidemment, la question, c'est pas de se substituer à ça, ce sera très difficile, mais c'est de trouver néanmoins de nouveaux partenaires économiques. Et puis, il y a, là, je reviens aux sanctions, le fait que, bien avant 2022, déjà avec les sanctions prises par les Occidentaux, notamment dans le domaine du pétrole, du pétrogazier, les entreprises russes n'étaient plus forcément en mesure d'aller prospecter et exploiter des champs offshore, par exemple dans le Grand Nord, dans l'Arctique, puisqu'ils n'avaient pas les technologies et le savoir-faire pour cela. Et donc, finalement, ça a poussé ces entreprises russes à aller vers des horizons où ils savent faire, et notamment en Afrique, parce que là, ils ont les technologies, ils ont parfois la connaissance même du terrain, pour aller exploiter des ressources offshore, mais pas dans des conditions arctiques, ou onshore, et là, avec des choses qu'ils savent parfaitement faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu un intérêt renouvelé des pétroliers et des entreprises gazières russes, et dans le domaine extractif en général, pour l'Afrique, parce qu'ils ne pouvaient plus forcément exploiter ces ressources sur leur propre territoire, compte tenu des sanctions. C'est un autre exemple que je vous donne, mais et puis après il y a eu évidemment de manière bien plus documentée, emblématique, les relations sur les partenariats sécuritaires, d'abord Wagner et puis maintenant le corps africain, avec un certain nombre de pays de la région. Euh, Là, si vous voulez, je reviens à ma logique de confrontation avec les Occidentaux. Pour les Russes, c'est un petit peu une logique de trophée, c'est-à-dire qu'ils ont planté leur drapeau, entre guillemets, dans certaines capitales, au détriment du drapeau qui te flottait avant, très souvent le drapeau français, il faut le dire, ce sont des pays où la France était très présente au niveau sécuritaire et dont elle a été expulsée. Et à ce compte-là, il y a une perception en Russie que finalement les Russes rendent la monnaie de leur pièce aux Occidentaux pour ce qu'ils ont fait dans l'espace post-soviétique dans les années 90, en refoulant l'influence russe à travers l'établissement de partenariats politico-sécuritaires avec les anciennes capitales du bloc de l'Est et l'expansion de l'OTAN, si vous voulez. Toute proportion gardée, c'est un petit peu ce que les Russes ont fait au Sahel et ailleurs en éjectant les partenaires sécuritaires français pour se substituer à eux, indépendamment après de, comment dirais-je, des résultats obtenus ou pas dans ce qu'on appelle la lutte contre les groupes terroristes ou assimilés, avec d'ailleurs une efficacité assez discutable suivant le contexte considéré. Donc, la question que cherchent les Russes en Afrique, tout simplement, je pense à rétablir leurs relations et à diversifier évidemment leur partenariat étranger dans cette logique, faut pas l'oublier, de confrontation avec les Occidentaux. Sur les sanctions avec l'Iran, alors oui, les Russes sont largement devant puisque alors moi j'ai un graphique, enfin j'ai des chiffres que j'ai retrouvés tout en vous parlant. Alors j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui on est à plus de 30 000 sanctions prises contre la Russie. L'Iran, on en est à un peu moins de 4 000. Donc, si vous voulez, entre les sanctions individuelles, sanctions onusiennes qui peuvent exister sur l'Iran mais qui n'existent pas sur la Russie, les sanctions sur les entreprises, l'entité morale, l'entité physique, etc. Voyez, c'est environ 4 000, 3 500, 4 000 pour l'Iran et on en est à plus de 30 000 aujourd'hui pour la Russie. Non, la Russie est le pays le plus sanctionné de l'histoire. C'est comme ça. Elle avait déjà des sanctions avant 2022, mais depuis 2022, on est à 19 trains de sanctions côté Union européenne. Ils sont en train d'essayer de faire passer le 20e, ils ont des difficultés. Les Américains prennent des sanctions quand bon leur semble, et ils peuvent les retirer quand bon leur semble. Je l'ai dit, vous avez les Britanniques qui en ont pris également de nouvelles, les Canadiens, vous avez les Australiens, même si c'est plus lointain, mais ils ont pris leurs sanctions également. Les Japonais, les Sud-Coréens, beaucoup plus modestes, mais néanmoins, ils ont adopté également des sanctions contre la Russie. Enfin, quand vous additionnez tous ces textes de sanctions, vous arrivez à plus de 30 000 sanctions. Et alors, la dernière question, c'était lié aux éléments de soft power. Alors là, j'ai indiqué qu'il y a un récit qui est un élément de soft power. Il y a la notion de valeur, me semble-t-il, de valeur attribuée à la Russie, en tout cas les valeurs que la Russie diffuse, sur lesquelles qu'on lui, comment dirais-je, qu'on lui associe.
si vous voulez, qui à mon avis est un autre élément de soft power. Là, j'ai expliqué, j'ai analysé tout ce qui est les valeurs, notamment dans le domaine sociétal, les domaines d'ultra-tolérance. Bon, évidemment, c'est un discours qui est très connu en Occident, de tolérance, d'ultra-tolérance, égalité, etc., qui passe bien moins dans d'autres pays non occidentaux, et notamment en Afrique. Et donc ça, évidemment, la Russie est associée à ce titre-là comme une puissance qui est non seulement une puissance conservatrice en matière de valeurs traditionnelles, familiales et autres, donc qui est plutôt de nature à séduire les publics en Afrique. Il y a aussi le côté, me semble-t-il, puissance religieuse, mais assumée, c'est-à-dire que la Russie est un pays, je le rappelle, multiethnique et pluriconfessionnel, puisqu'on trouve 150 nationalités. En Russie, vous trouvez à peu près vous trouvez les trois grands monothéismes, mais vous trouvez également des religions animistes, des chamans, etc. Bref, il y a une énorme diversité et richesse de religions. La Russie se présente volontiers d'ailleurs aussi comme une puissance islamique, puisque en Russie, vous avez 20 à 25 millions de ressortissants russes qui sont musulmans, et c'est un islam qui est endogène, c'est pas un islam qui a été importé, c'est un islam qui existe dans le sud de la Russie, sur les rives de la Volga, à 99% évidemment un islam qui est sunnite, il n'y a pas de chiites ou quasiment pas de chiites en Russie, le Caucase, etc. Et donc, à ce titre-là, la Russie d'ailleurs est membre de l'organisation de la conférence islamique. Depuis maintenant, elle est observateur depuis plus d'une vingtaine d'années. Et elle organise un forum d'ailleurs à Kazagne, au Tatarstan, qui est un des sujets de la fédération, qui est sujet d'ailleurs musulman, le forum Russie Monde Islamique, qui est un forum multilatéral, culturel, linguistique, un forum d'affaires, mais qui tournait autour de voilà, de cette notion de pays, de relation entre pays musulmans. Et vous avez des pays du Golfe qui viennent, des pays africains qui viennent, des pays d'Asie centrale, évidemment. Donc là aussi, c'est un élément de mon avis, de soft power, d'influence, mais aussi de soft power, que les Russes essayent évidemment de structurer et de promouvoir. Et puis, sur le soft power, il y a peut-être aussi un autre élément que je pourrais avancer, et puis je m'arrêterai là, il y en aurait d'autres, mais je pense qu'auprès de certains publics, mine de rien, la figure même de Vladimir Poutine fait office de vecteur de soft power. Parce que c'est le dirigeant à poigne, c'est le dirigeant qui tient tête à l'Occident, c'est le dirigeant qui ne se laisse pas faire, etc. Enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans le discours, si vous voulez, justement, à la fois de confrontation avec l'Occident, mais qui renvoie à la revendication de la souveraineté, qui s'exprime d'abord contre les Occidentaux. Et la figure de Vladimir Poutine, quand elle est mesurée, alors pour le coup, là, il y a des études, hein, puisque je parlais du Pew Research Institute, on peut se référer à leurs études. Ils testent régulièrement la popularité de Vladimir Poutine auprès de pays, à travers l'Afrique et le Moyen-Orient, et il a une image qui est quand même relativement bonne, d'une manière générale, qui s'est peut-être un peu dégradée après 2022, et encore. Mais l'idée, voilà, de dirigeant à poigne, c'est quelque chose qui marche au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays, en Asie. Bon. C'est un autre élément, à mon avis, me semble-t-il, de soft power. On pourrait parler au niveau éducatif de l'ouverture de maisons russes qui se multiplient à travers l'Afrique. Alors, les maisons russes, c'est comme les instituts français, entre guillemets, hein, si vous voulez. Hein, on peut venir aussi bien prendre des cours de langue que de regarder des films, voir des expositions sur la Russie que évidemment chercher éventuellement à passer par ces maisons russes pour intégrer des universités en Russie. Et ça renvoie à une autre barrière, et je m'arrêterai là, qui est la barrière de la langue, puisque pour les étudiants africains qui souhaitent intégrer un cursus en Russie, alors à l'époque soviétique, ils étaient extrêmement nombreux, ils le sont de plus en plus aujourd'hui, mais dans des proportions moindres, il y a évidemment la barrière de la langue. Si en arrivant à Moscou, vous commencez à passer plusieurs mois à apprendre le russe avant d'être opérationnel, vous allez perdre. Déjà, ça va coûter de l'argent, puis vous allez perdre du temps, et donc l'idée pour les Russes, c'est déjà de dispenser à la fois des cours de langue russe sur place, dans les pays, et d'autre part, de proposer des cours d'intégration préparatoires pour les facultés en Russie, là aussi au sein des maisons russes ou d'associations de maisons russes sur place. Pour que finalement, cette période de préparation se fasse en Afrique, et donc coûte moins cher aux candidats, évidemment, plutôt que de partir là-bas en Russie.
Faut activer votre micro, je vous entends pas. J'avais oublié d'activer le micro. Merci. Bon, merci beaucoup encore une fois, le plus prof. Je disais, est-ce que aussi les médias ne font pas partie des soft power comme Sputnik, Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah bah absolument, ça contribue. Oui, les médias sont les vecteurs qui permettent de véhiculer. Alors j'en ai un peu parlé dans ma présentation, hein, donc à la fois un discours, une image, des idées. C'est aussi ce que font les médias, hein. Là, Sputnik, RT, effectivement, sont très présents en Afrique puisqu'ils émettent bah, en français, mais il y a aussi dans d'autres langues pour toucher un public toujours plus large. On voit l'ouverture de l'accréditation de journalistes, l'ouverture de rédactions, alors dans de nouveaux pays, je pense notamment aux pays vers le Kenya, la Tanzanie, etc., où on voit des choses assez intéressantes qui se passent. Donc ça, ce sont les médias d'État hein, qui sont donc généreusement financés. Mais les Russes aussi ont une pratique de travailler avec des influenceurs, parce qu'évidemment, le public africain, il y a ceux qui regardent la télé, alors ils regardent la télé sur Internet, peut-être pas forcément à la télé, donc sur leur téléphone, mais c'est un public qui est jeune, bien plus jeune que le public occidental, et la pratique de consommation de l'information par le public jeune, évidemment, c'est pas la radio, c'est peu la télé au sens les chaînes d'information qu'on peut avoir, c'est pas les journaux, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Et donc là aussi, les Russes ont investi ce domaine-là, hein, des réseaux sociaux. D'abord parce qu'ils ont un savoir-faire que chacun connaît, hein, ils sont très bons là-dedans. Je pense à Telegram, je pense à des réseaux qui ont été créés en Russie par des Russes, et puis ensuite dans l'utilisation de ces réseaux. Mais d'autre part, ils ont aussi une bonne connaissance, qui est souvent sous-estimée, me semble-t-il d'ailleurs en Occident, de certains terrains africains parce que ils ont de très bons africanistes qui parlent le français et qui parlent parfois d'ailleurs d'autres langues et qui vont se rendre sur place. Alors parfois dans un travail universitaire, mais parfois aussi pour faire des repérages, comprendre un terreau, voir quel est l'influenceur qui est suivi, qui a de l'audience, et ensuite travailler avec lui pour faire passer des messages. On peut penser à certains panafricanistes bien connus, hein, qui ont pu être stipendiés, dira-t-on, par les Russes pour véhiculer des messages, et qui sont invités à Moscou d'ailleurs après. Hein. Mais donc ça, évidemment, c'est un moyen. Alors là, c'est pas tellement du soft power, là, c'est plutôt d'ailleurs déjà de l'influence. Hein. Parce que là, il y a une démarche d'aller identifier un point névralgique en termes de communication et en termes de couverture et bah, de le payer, ou en tout cas de travailler avec lui pour ensuite diffuser des messages, qui plus est parfois dans des contextes spécifiques, contexte électoral, contexte, etc. Bon, à voir au cas par cas. Et donc là-dessus, force est de constater que les Russes sont pas mauvais pour identifier évidemment les personnes cibles pour ça. Ça, c'est plutôt une démarche déjà d'influence. Soft power, oui, ça va être les médias avec diffuser l'image de la Russie. Alors, il y a des opérations qui sont médiatisées, l'ouverture d'un puits dans tel village, des travaux qui ont pu être faits par telle entreprise russe de manière gracieuse et généreuse parce qu'elle a à côté un entrepôt, je ne sais quoi. Bon, ça, ce sont des choses plus classiques, hein, qui sont des choses très. Alors là, c'est du local hein, en réalité. Moi, je le vois parfois passer parce que je m'intéresse à ces choses-là, mais il y a un autre élément de soft power qui me semble-t-il est intéressant, c'est le sport. Parce que la Russie est souvent associée à une nation non sportive. Alors, elle a été privée de Jeux Olympiques sous son pavillon, Jeux Olympiques d'hiver, évidemment, mais aux Paralympiques, ce n'est plus le cas, par exemple. Mais au-delà de ça, je vois de plus en plus de fédérations de judoka, par exemple, ou de sambo, qui s'ouvrent, ou de partenariats avec ces fédérations qui s'ouvrent avec des pays africains, avec des jeunes judokas africains qui vont à Sochi, par exemple, et puis qui reviennent ensuite. Enfin, on voit des choses de ce point de vue-là, et je pense que ça, c'est un élément de soft power, effectivement. Principalement, donc, les arts martiaux, judo et sambo, donc la lutte, hein, ce qu'on appelle la lutte. On voit de plus en plus de sportifs russes aussi qui vont faire
des tournois, alors des tournois, des playoffs, hein, comme on dit, il n'y a pas d'enjeu sportif, compétition, mais démonstration auprès de publics africains. Et ça rentre dans une logique plus de soft power, en fait, hein, à la fois bon, bah, de virilité, de force, ça peut renvoyer à Vladimir Poutine, je disais tout à l'heure, mais aussi de séduction et d'attractivité. Voilà. Oui, une fois de plus, merci. Bon, pour une dernière question, en attendant qu'on laisse ou bien on regarde, est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions sur la chaîne YouTube ou bien sur LinkedIn, ainsi de suite. Dans vos propos, vous parlez tout à l'heure, quand vous parlez de l'Occident. Mais on a tendance à voir que quand on parle de l'Occident, on exclut la Russie, alors que la Russie fait partie de l'Europe, en fait, fait partie de l'Occident, en fait. Bon, quel commentaire vous pouvez faire sur ça? Absolument, absolument. C'est un autre élément, c'est bien de me le faire remarquer, c'est un autre élément de contradiction dans le discours russe, c'est-à-dire que pour les pays non occidentaux, mais les pays du Sud, on va dire, hein, qui le sont géographiquement, culturellement, etc., la Russie reste malgré tout un pays occidental, un pays du Nord. Et ça, les Russes pourront faire tous les efforts qu'ils veulent dans le discours, dans les partenariats, ils pourront au mieux l'atténuer, mais ils pourront jamais le supprimer, cette référence-là. Ça reste, les Russes restent des Occidentaux. D'ailleurs, dans la société russe, dans la population russe, malgré ce qui se passe depuis 2022, je veux dire, les Russes restent culturellement des Européens. Même quand vous parlez à un Russe qui est à Vladivostok en Extrême-Orient, bah, c'est pas un Chinois, c'est un Européen. Je parle d'un Russe, mais c'est un Européen qui se trouve en Asie. Et donc ça, évidemment, c'est un autre élément qui vient euh, atténuer hein, ce discours sur la majorité mondiale et qui en est une limite, tout du moins. Alors, il ne s'agit pas de renier ses racines. Une fois de plus, je le disais, les Russes assument parfaitement le fait que ce sont une puissance religieuse orthodoxe, parce que la population dominante, évidemment, en Russie, ce sont les populations slaves orthodoxes. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est assumé. Il n'y a pas d'agenda laïcisant ou de vouloir promouvoir la laïcité, ce qui d'ailleurs peut être très mal reçu dans certains pays au Moyen-Orient, en Afrique même, hein. Une puissance laïcisante ne sera pas toujours très bien vue. Mais c'est donc c'est un élément sur lequel, à mon avis, sur lequel elle peut pas en réalité faire grand-chose, mais elle peut se présenter comme étant un petit peu dans cette majorité mondiale et donc auquel elle s'associe comme elle prétend jouer un rôle structurant, comme étant un peu quand vous finalement quand vous prenez la carte et vous regardez la Russie avec la majorité mondiale, alors avec les éléments qu'on a dit sur comment définir les contours exacts de cette majorité mondiale, et donc on sort de la réflexion l'Occident avec son poids démographique, son poids militaire, son poids économique, ça permet à la Russie de mécaniquement gagner, si vous voulez, en amplitude démographiquement. Alors évidemment, la Chine reste le poids lourd incontesté, incontestable avec l'Inde. Ça c'est voilà. Mais ça lui permet d'être peut-être se sentir moins mal à l'aise que qu'avec l'Occident avec lequel on la compare souvent. Parce qu'elle a des relations plus apaisées avec ces pays-là, parce qu'avec la Chine, elle a d'excellentes relations commerciales, avec l'Inde, elle a des relations stratégiques, militaires, économiques aussi, qui sont très très denses, etc. Et donc, mais culturellement, évidemment, ça reste un pays du Nord, et ça reste finalement le pays du Nord dans parmi ces pays du Sud. Et ça aussi, c'est peut-être un élément qu'elle cherche qu'elle peut chercher à essayer de retourner à son avantage, si vous voulez. Dans cette logique de multilatéral, BRICS, où elle est le pays du Nord avec en face la Chine en Asie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Bon, ben, elle garde un peu cette exclusivité d'être le pays du Nord qui parle avec les pays grands émergents du Sud dans un forum exclusif, ou qu'il l'est un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup de pays qui s'y intéressent. Mais je vous rejoins sur la question de savoir, voilà, le positionnement n'est pas toujours évident. Merci Qu'est-ce qu'on en beaucoup fait? encore une fois de plus, prof, pour ces interventions riches. Bon, prof,
Prof, j'avais une dernière question, comme ça on vous laisse la parole. Vous donnez votre dernier mot, puisque on devrait s'arrêter à 10h30, en fait 11h30 heure de Paris. La dernière question, c'était en fait l'impact des sommets russo-africains, puisqu'on voit, normalement, si normalement il y aura un autre sommet, ça sera le troisième sommet. Parce qu'il y avait le sommet, si je ne me trompe pas, en 2022, 2023, il y en a. Et aussi, si notre sommet est programme pour 2026, ça sera le troisième sommet. Et quel est l'impact de ces sommets-là, en fait, sur la population, sur les populations africaines? Merci. Alors l'impact des sommets Russie-Afrique, des sommets donc au niveau des chefs d'État, puisqu'ils ont inauguré un format de sommet ministériel là au Caire à la fin de l'année dernière, donc entre les ministres des Affaires étrangères. Là évidemment, on s'intéresse plutôt au sommet entre chefs d'État et de gouvernement. Alors l'impact, je dirais qu'il est modeste. On l'a dit pour le commerce, en progression, on est aujourd'hui entre 27 et 28 milliards. À l'époque du premier sommet Russie-Afrique, on devait être plus proche des 20 milliards, donc en progression, mais ce n'est pas non plus une progression fulgurante, comme par exemple la progression du commerce entre la Russie et la Chine, ou même entre la Russie et la Turquie, ou la Russie et l'Inde, depuis 2022 et malgré 2022. Premier élément. Deuxième élément, impact par rapport à quoi? Le premier sommet Russie-Afrique 2019 avait frappé très fort. Tout le monde avait été très impressionné. Ça marquait effectivement de manière très explicite bah, d'abord l'intérêt politique renouvelé de la Russie pour l'Afrique, le fait que les chefs d'État africains venaient en Russie. C'était quelque chose de très nouveau. Il y avait donc un effet d'optique et à mon avis, on est resté un peu bloqué sur ce, ce résultat et ces impressions du sommet de 2019. Et on a tendance à juger, à évaluer les sommets Russie-Afrique d'après, donc on va dire, pour le celui d'après, à l'aune de ce premier sommet, et celui qui va arriver certainement également à l'aune de ce premier sommet. Donc évidemment qu'il y a un effet d'optique qui n'est pas forcément en faveur des autres sommets, dont celui à venir, en 2026, normalement, il est censé y avoir un sommet. Alors on ne sait pas trop où est-ce qu'il aura lieu. L'Éthiopie se propose de l'accueillir. Je parlais tout à l'heure d'Addis Abeba. L'Éthiopie qui a des relations très anciennes avec la Russie, il y a des vols directs, géographiquement ça fait sens. La question c'est est-ce que Vladimir Poutine peut se rendre physiquement en Éthiopie? Est-ce que, vous voyez, il y a des... Bon. Mais où est-ce que ça va être? En Russie, à Saint-Pétersbourg, à Sotchi, à Moscou, bon, on verra. Mais je dirais qu'il y a un impact en termes de rendez-vous et de relations politiques entre ces différents chefs d'État et de gouvernement avec la Russie. Mais là, si vous me posez la question de savoir pour les Africains concrètement quel est l'impact, alors moi je dirais qu'il est assez modeste. Certainement qu'ils se réjouissent de voir leurs chefs d'État et de gouvernement reçus en Russie, d'autres s'en réjouissent peut-être moins, j'en sais rien. Mais pour l'instant, l'impact en termes de business, j'ai dit, il est limité. En termes de relations dans les humanités et de relations universitaires, là aussi, ça progresse, mais ce sont des processus de très long terme. C'est pas des choses qu'on peut mettre en place comme ça en quelques mois, mais néanmoins, ce sont des pierres qui sont des jalons qui sont posés et qui parfois produiront des résultats visibles et peut-être plus concrets pour les Africains dans quelques années ou dans quelques temps. Quand on signe des partenariats sur les universités, par exemple, bon, il faut mettre en place voilà, les choses, ça met un petit peu de temps, puis ça finit par arriver. Il y a un autre élément qui pourrait être plus concret peut-être pour les Africains, qui est le domaine énergétique. Les Russes promeuvent activement une diplomatie ce que j'appelle la diplomatie de l'atome, c'est-à-dire des projets, des solutions en matière de production d'énergie, notamment de centrales nucléaires. Je parlais tout à l'heure dans mon exposé des projets qui n'avaient pas vu le jour avec l'Afrique du Sud de Jacob Zuma, de centrales nucléaires en Afrique du Sud. Ça n'a pas été fait, mais néanmoins, je vois beaucoup de représentants russes, de Rosatom et de responsables officiels russes signer à tour de bras à travers l'Afrique des mémorandums d'entente, des protocoles pour la coopération
dans le Pacifique dans le domaine de l'atome civil, pour la formation de personnel spécialisé africain dans le domaine de la radiologie, voilà, on voit des choses, et ça, s'il y a un domaine qui est industriel, où c'est très très long, les choses prennent du temps, c'est bien le domaine du nucléaire civil. Parce qu'il faut de l'argent en plus, alors ça c'est Rosatom qui certainement apporterait le crédit d'État, comme souvent, mais il faut trouver, alors ils ont d'ailleurs à cet égard-là des solutions qui pourraient intéresser et qui sont plus accessibles peut-être pour certains pays africains, qui sont les réacteurs nucléaires modulaires, les petits réacteurs nucléaires qui sont en plus mobiles et qui permettent, quand il fait très chaud par exemple, d'être acheminés et de pouvoir d'apporter plus d'énergie quand tout le monde met de la climatisation parce qu'il fait par exemple très chaud. Quand tout le monde, d'un coup il y a un pic d'énergie dans telle ou telle région, il y a une solution flexible avec ces réacteurs modulaires. Alors les Russes savent en faire, ça coûte moins cher que des centrales nucléaires fixes, hein, qu'on construit pour des décennies dans un pays. Mais évidemment, ça demande des conditions financières, des conditions de stabilité économique et géopolitique qui doivent être réunies pour. Mais néanmoins, ça, ce sera un impact concret pour les Africains en matière de sécurité énergétique, par exemple, avec un approvisionnement plus stable et plus régulier. Et là, ça aussi, ce sont des choses qui prennent du temps. Ce sont des processus de très long terme. Voilà, donc c'est vrai que il y a peut-être une forme d'impatience, où on scrute beaucoup la Russie en Afrique, où on se dit mais finalement ils font quoi? Finalement c'est quoi les dividendes, etc. Ce qui est parfaitement compréhensible et que les Russes auraient dû anticiper. Et on parle là d'ailleurs plutôt d'économie et d'industrie, mais je pense qu'au niveau sécuritaire c'est peut-être pareil d'ailleurs dans certains pays. Et c'est un effet qui peut se retourner d'ailleurs contre la Russie au bout d'un moment. On se dit finalement il sort pas grand-chose, il y a une déception qui s'installe. Et donc ça, c'est un élément évidemment que dont les Russes devraient tenir compte, à la fois dans leur communication, mais aussi dans les résultats concrets qui peuvent émerger de leur coopération avec les pays africains. Voilà. De plus, professeur Igor Delavo. Vraiment, pour votre panel aujourd'hui qui est riche vraiment en enseignements sur les relations russo-africaines. Et je pense qu'on arrive à terme de la fin du temps qu'on nous a été accordé. Aussi, on en profite pour vous donner la parole si pour le dernier mot avant qu'on lève la séance. En fait, comme Stan a dit qu'il n'y a pas d'intervention, il y a pas d'intervention au niveau de la chaîne YouTube. Merci. Et c'est moi qui vous remercie de votre accueil, de m'avoir donc proposé d'animer ce séminaire, et donc je vous propose voilà, que nous restions en contact pour l'avenir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, prof. On va s'arrêter là. À la prochaine, prof. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Merci, bonne au journée, au revoir. revoir. Bonne journée.